Si vous voulez que votre futur soit différent de votre présent, analysez tout simplement le passé. Pendant notre période de pause, nous avons eu le temps d'étudier notre passé, de la première à la troisième saison. Nous avons essayé du mieux qu'on le pouvait d'égayer votre mi-journée. Nous voici donc de retour pour la saison 4 de votre émission, celle que vous avez désormais adoptée. Nous vous revenons fort, bien aguerris de nos expériences pour mieux vous servir tout au long de cette nouvelle saison. De nouvelles rubriques, vous en découvrirez chemin faisant. De nouveaux visages, oui, il y en aura certainement. Trêve d'annonce, je vous laisse découvrir la surprise par vous-même. On installe mes rubriques. Ariane Da Silva, en face de toi, il y a un visage qui nous rejoint pour cette saison 4 de l'émission Rendez-vous de midi. C'est une doyenne que j'appelle Sofiat Osseni, la doyenne, la grande sœur. On dit bonjour et bienvenue dans l'aventure. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. Rebecca, j'aime pas le mot. Doyenne. Doyenne, ça m'envoie trop loin. Je suis peut-être une dada. Je veux dire que je suis très heureuse de participer à cette émission, que je suivais de loin, parfois couchée dans mon lit, parfois au bureau. Je vous suis et je suis très heureuse. Je me dis, mes enfants, les petites sœurs là quand même, elles essayent. Oh, merci. Félicitations à vous. C'est vraiment et moi, gentil. je vais pouvoir participer cette année, pour cette saison, à l'émission, dans la rubrique que vous avez annoncée tout à l'heure. Voilà, flop en cuisine. Très rapidement, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Parce qu'on vous retrouve déjà demain à 12h dans Flop en cuisine. Moi, je n'ai pas voulu dire une émission cuisine, parce que qu'est-ce que les Béninois ne savent pas préparer? Mais chaque cuisine, chaque plat compote a quelque chose de subtil que si on ne sait pas, on ne connaît pas ça, on pourrait ne pas rater. On pourrait rater tout simplement le mets. Sans savoir, mais je viens de faire, c'était quand même bien. Pourquoi ça a tourné? Donc ce sont ces petites choses que nous avons en gros, si je peux me permettre, c'est rattraper nos erreurs en cuisine. Tout simplement, c'est pour ça que nous parlons de flop pour aller vite, cuisine. Pour faire des mets. Faut pas en dire plus, sinon ils ne vont pas prendre le rendez-vous pour demain à 12h. Alors pour cette saison 4, toujours de nouveaux visages, je l'ai annoncé dans mon introduction. Boris Koumayon, à côté de Ariane Da Silva. Bonjour, vous êtes journaliste, mais aussi digitaliste. Oui, bonjour Rebecca, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici aussi, sur ce plateau désormais. Et nous allons vous accueillir dans la rubrique coaching numérique. Exactement. Très rapidement, même si je dois vous recevoir tout à l'heure, coaching numérique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, parce qu'il faut constater qu'aujourd'hui, on est étudiant, on finit le campus, on se dit forcément on veut du boulot. Alors qu'en réalité, on a un smartphone, on a bien sûr le net. Alors on peut faire quelque chose d'autre, on ne peut pas forcément attendre l'État. On peut se mettre maintenant au travail, chercher de l'argent et puis se lancer dans tout et se mettre bien outre les parents. Voilà. Tout simplement. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Restez juste câblés. Et Ariane Da Silva, on commence avec ta rubrique. C'est vrai que ta rubrique ne change pas d'objectif, ça change juste de dénomination. Désormais, on parle de l'entrepreneur. C'est bien ça? Voilà, c'est plus clair. On sait désormais qu'on reçoit. C'est vrai que comme tu le disais, ça ne va pas changer, le concept n'a pas changé. C'est des entrepreneurs que nous recevons par ici, mais nous changeons juste le nom de la rubrique. Et pour ce premier numéro, justement, nous parlons de l'agro-business, c'est bien ça? On installe ton invité, Monsieur Abraham, merci de nous rejoindre sur ce plateau, tout simplement. Alors, Ariane Da Silva. Tu sais que je sais dénicher les perles. Je sais. J'ai déjà vu même dans les coulisses. Depuis, je disais, faut commencer. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Abraham Yekpe. Vous êtes banquier de profession, vous avez étudié les ressources humaines, vous avez travaillé pendant 14 ans dans l'une des banques de la place, mais un jour, vous avez décidé comme ça de quitter votre boulot
Je ne suis pas parti sur un coup de tête de la banque. C'est une idée qui a commencé par mûrir il y a plusieurs années, en 1998, très exactement, je dirais. J'étais responsable fédéral à l'Université nationale d'Abomey-Calavi. Et nous avons reçu de l'Inde un don. C'était une ambulance et c'était écrit dessus don de la République de l'Inde. Et je me suis fait la réflexion, je dis, mais l'Inde, c'est un pays du Sud, un pays en griffes pauvres comme le Bénin. Comment ça se fait qu'ils en soient là et que nous, voilà, qu'on soit assistés. Donc c'était... c'est ça qui a été le déclic. La première piqûre. Par la suite, je suivais une émission sur RFI et j'ai entendu dire que le Togo avait vendu à la FAO des excédents céréaliers. Ça suppose qu'ils ont produit suffisamment et c'est le surplus qu'ils ont vendu. Je n'avais rien entendu de tel concernant le Bénin, mon pays. Et par la suite, là où il y a eu le vrai déclic, c'est quand la route inter-État Cotonou-Boïcon était en construction. Il fallait faire le détour par la vallée. Et là, j'ai découvert la vallée de l'Ouémé, une belle vallée verte, mais inexploitée. Il n'y avait que de la verdure, il n'y avait que de la broussaille. Et je me suis promis de la verdir avec de la nourriture, pouvoir nourrir les Béninois, pouvoir nourrir les Africains et pourquoi pas le monde. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est parti. Tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de la transformation des fruits. Vous n'êtes pas très loin de l'agriculture, en fait. Vous êtes dans le domaine de l'agriculture, en quelque sorte. Mais pourquoi spécialement les fruits? Spécialement les fruits, je dirais que c'était au départ un concours de circonstances parce que le projet demeure toujours la terre, l'agriculture en général. L'ambition, c'est c'est avoir 10 000 hectares de terre à travers tout le Bénin, à raison de 1 000 hectares par département. Et puis, comme je le disais, nourrir les Béninois, nourrir le monde. Mais chemin faisant, nous avons commencé par le maraîchage. Quand j'ai quitté la banque, j'ai créé une ferme maraîchère et nous avons commencé par produire des fruits et légumes. Et chemin faisant, nous nous sommes retrouvés avec des surplus de stock qu'il a fallu transformer. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes allés vers les jus plutôt que vers d'autres spéculations. On sait que quand on se réveille un jour, par exemple, et on dit qu'on veut devenir entrepreneur, quand on a appris autre chose, il y a des gens autour qui vous disent, mais attends, toi, tu as quel problème? On te dit, tu travailles en banque et puis un jour, tu te lèves, tu dis, je vais me retrouver dans le domaine de l'agriculture ou bien dans la transformation des fruits et tout. Ils trouvent ça, en fait, de façon générale, bizarre. Est-ce que vous avez rencontré des personnes comme ça? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça dans votre entourage? Si, il y en avait assez. Surtout quitter le costume cravate pour aller à la ferme, mettre la main dans les fientes de poule, c'est pas assez glamour, mais bon, je savais l'objectif que je visais. C'était un passage pour moi pour aller à autre chose. Donc voilà, j'ai fait fi de tout ça, j'ai avancé et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, tu as une question peut-être avant que je... Oui, je voudrais vous demander, tout ça, ça vous a pris combien de temps? Alors, depuis que j'ai quitté la banque, ça fait 8 années. J'ai pris 2 années sabbatiques pour tester mon business model. Et après, j'ai démissionné, je suis parti. Donc, ça fait 6 ans que j'ai créé le groupe Bill Valley. Et voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, vous êtes satisfait, n'est-ce pas, de cette décision de quitter la banque et aller vers la ferme, en tout cas la terre? Oui, absolument. Je n'ai aucun regret parce que, comme on le dit, la terre ne ment pas. Elle fait peut-être économie de vérité. Elle ne vous dit pas tout. Il faut s'approcher pour savoir ce qui y est. Voilà, je n'ai aucun regret. Je permets à Sofiat de placer un mot très rapidement parce que c'est fini déjà pour la retraite. Je réfléchissais justement, Rebecca. L'entrepreneuriat, c'est de l'argent quand même. Tu as pu financer ça. Comment? Tu es parti, bon, tu n'es pas parti de la banque comme ça pour y aller, mais tu as dû quand même faire des économies et prévoir ça. Quelques années, combien de temps ça t'a pris, la programmation, avant de sortir de la banque?
Ça a été un long cheminement. Ça a été un long cheminement. Je dirais en tout 5 ou 6 ans. Et justement, c'est parce que ça a été long que je ne suis pas vite sorti. Si je dois m'exprimer, c'est peut-être mon seul regret, ne pas avoir quitté plus tôt pour l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est 22, 23 ans. Déjà entrepreneur, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Donc, la maturation a été un peu longue. Mais on n'est jamais tout à fait préparé quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as des idées, tu viens sur le terrain, tu rencontres complètement autre réalité. Tu te retrouves peut-être même parfois à faire autre chose que ce que tu as prévu. Voilà. Mais l'idéal, c'est de ne pas perdre de vue sa vision, même si vous prenez par des contournements, toujours aller au but. Et les difficultés en ce moment-là, c'était quoi? Au démarrage ou actuellement? Parce qu'il y en a toujours. Oui, au démarrage. Au démarrage. Il y a cette difficulté du démarrage pourrait vous bloquer à dire « Ah, je préfère retourner à la banque ». Tout à fait. D'abord, il y a le foncier, l'insécurité foncière. Il y a la difficulté de financement. La difficulté de financement, ça c'est inhérent à la plupart des entreprises béninoises, je crois, parce que les banques béninoises, en général, ne financent pas les startups. Parce que c'est quand même un risque, financer les startups. Tout à fait, parce que les statistiques montrent qu'il y a entre 60 et 90% des startups qui ne passent pas le cap de la 3e année. Donc, du coup, elles sont assez réticentes. Il y a les microfinances, mais là, les taux sont un peu plus élevés parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Donc, trouver un financement a été un problème, même si, au départ, il y avait une petite cagnotte avec laquelle on a démarré. Mais comme je le disais, les réalités du terrain étant complètement autres, voilà. D'accord. Abraham Yekpe, merci beaucoup. Ariane Da Silva, merci à toi aussi pour ces précisions. On retient beaucoup et je suis sûre que les jeunes qui nous suivent actuellement et qui ont envie de faire comme M. Yekpe vont le faire parce que oui, quand vous voulez entreprendre, il y a toujours de risques. On ne doit pas vous mentir. Il y a toujours de risques, mais il faut le faire, n'est-ce pas? Place maintenant au coaching numérique. Boris Koumagnon, j'ai commencé par le dire, on va vous retrouver donc pour cette nouvelle saison dans la rubrique coaching numérique. Vous avez d'ailleurs déjà donné quelques indices par rapport à ce que c'est que le coaching numérique. Et pour ce premier numéro, le thème, nous parlons du smartphone à l'ère du numérique. Moi, j'ai envie de vous dire déjà, quand on parle de smartphone, on se dit que c'est déjà le numérique, n'est-ce pas? Ou bien je me trompe peut-être? En réalité, le smartphone, c'est le numérique, mais attention, si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas le numérique. D'accord. Parce que d'abord, la première question, c'est quoi un smartphone? Il faut le comprendre par là. C'est seulement un ordinateur miniature. D'accord. Alors, si vous avez un smartphone sur vous et vous ne savez pas l'utiliser, il vaut mieux le déposer quelque part. Parce qu'il est facile de voir aujourd'hui des gens en train de manger, se prendre en photo, en selfie. Alors que le smartphone a des fonctionnalités que les producteurs ont mis des milliards à acheter les productions, les fonctionnalités. Alors là, c'est un véritable problème, ce que nous avons surtout en Afrique et précisément au Bénin. Alors, peut-on se passer du smartphone à l'ère du numérique? Impossible. C'est comme si vous avez une voiture aujourd'hui, à l'ère, au XXIe siècle, on ne peut pas laisser de la voiture. On doit forcément avoir un smartphone, on doit l'utiliser à plein temps. Et ce qui me gêne, c'est quoi? Certains aujourd'hui ont le smartphone allumé matin au soir, mais est-ce que cela leur est vraiment utile? La grosse interrogation est à ce niveau et souvent ça n'a pas de réponse. Alors, quelle est l'utilité? Alors, dans le smartphone, il faut comprendre que le smartphone aujourd'hui permet d'avoir une ouverture sur le monde. On peut voyager du Bénin aux États-Unis en quelques secondes, faire aller-retour, si on veut, même 10 fois par jour. On peut faire des ventes en ligne, on peut cristalliser des monnaies. On peut faire des transactions financières, on peut faire trop d'activités avec un smartphone. Et là, chacun a son choix. Parce qu'on ne va pas citer des noms de smartphones par ici, mais il faut comprendre par là que le smartphone aujourd'hui est très, très utile. Alors, il y a une question qui revient tout de suite que j'aimerais savoir. Comment maîtriser son smartphone? C'est comme si vous allez à la pharmacie acheter un médicament. Là-bas, vous prenez un cachet, il y a forcément une notice.
Combien sont-ils maintenant à lire les notices des téléphones? On ne voit même pas, ils n'ont pas le temps. On prend juste le téléphone, on essaie de mettre la puce et c'est fini. On jette le reste. Franchement. Est-ce que la qualité, la résolution... On ne veut même pas c'est ça, savoir. non, regardez. Mais il faut dire que la plupart du temps, c'est écrit aussi en anglais ou en chinois. Donc, on n'a pas envie de perdre son temps, en fait. C'est grave. Tu ne peux pas prendre ton argent, Oui. aller t'acheter un smartphone et encore perdre le temps à lire une notice. Celui qui a conçu le smartphone a pris le temps de créer des programmes. Il a acheté des programmes encore. Parce qu'aujourd'hui, il y a des smartphones qui coûtent maintenant 400 000 francs, 300 000, 1 million, 1,5 million. Dites-vous, vous croyez que c'est le même smartphone que vous avez par le passé? Non, parce que les fonctionnalités qui sont venues s'ajouter sont différentes. Avec un smartphone, on peut faire beaucoup de choses et rester à la maison pendant 10 ans et devenir milliardaire sans sortir de sa maison. Alors, comment peut-on maîtriser? Il faut d'abord comprendre ceci. Vous prenez votre smartphone, allez chercher l'identité de votre smartphone. C'est très, très important dans la base des données du smartphone. Allez sur Internet, tapez le nom de votre smartphone, vous allez voir tout sur le smartphone. Qu'est-ce que ça vous dit de faire? Il y a des smartphones aujourd'hui, on peut prendre pour faire, pour les journalistes, des voix off, sans quitter sa chambre. On peut monter des vidéos. Un DJ peut utiliser pour animer une soirée. On peut faire des ventes en ligne. C'est-à-dire qu'avec un smartphone, on peut faire beaucoup de choses. La vie est terminée. Mais combien de personnes comprennent cela? Jeune fille, aujourd'hui, vous allez voir, parce que j'ai pris une mèche brésilienne, on se dit, forcément, mes amis sur Facebook auront la coupe de ma mèche. C'est ça, ce n'est plus à la mode. Vous vous adressez aux femmes, là. Oui, bon, je suis parle pas seulement, aussi les hommes aussi le font. Je vois des hommes qui le font aussi, on se filme chaque fois. Mais non, quelles sont les possibilités d'activités à faire avec un smartphone? Avec un smartphone, je peux aujourd'hui devenir un DJ facilement, Reporters sans frontières. Je peux aussi faire des ventes en ligne, je peux créer ma boutique en ligne, je peux faire beaucoup d'activités, je peux créer mon logo moi seul, je peux créer une vidéo, je peux l'habiller, je peux nettoyer toute ma vidéo, je peux diffuser à plein temps aujourd'hui. Maintenant, on va se dire, pour finir avec cette rubrique, comment lancer une activité sur son smartphone. Oui, très facile. Une activité aujourd'hui, c'est de faire quoi? Avoir une idée. Mais avant d'avoir une idée, il faut d'abord faire savoir ce qu'on appelle connaître d'abord les besoins clients. Sur votre téléphone, vous avez des contacts. Il est simplement possible de dire tous ceux qui sont sur mon téléphone sont mes clients. Mon père, y compris mes parents, ils sont mes clients. Je les considère comme mes clients. Je définis maintenant une frange. Je prends 10 personnes sur ceux-là. Je me dis, d'accord, je leur envoie. Vous avez besoin de quoi? Je suis étudiant. Je n'ai pas de l'argent en capital pour financer une activité. Là, je consulte leurs besoins clients. Je crée des services. Et rapidement, je me lance. Je crée un logo. Je crée une bannière, je lance un slogan parce que c'est le slogan qui vend bien sûr l'activité. Et quand je le fais, je commence par faire ce qu'on appelle prospect. J'appelle Rebecca. Rebecca, dis-moi, tu as besoin de quoi à la maison? On te livre les farines? Et on me livre tout simplement. D'accord, on te livre. Donc je ne commence pas à interroger les gens. Et ça me permet de ne plus avoir le temps de dire je vais dans une boîte de nuit, je vais perdre mon temps autour d'une bière, mais je réfléchis à comment évoluer. Après, bien sûr, cette étape, je commence par monter un blog. D'accord. Avec les blogs, j'ajoute maintenant les réseaux sociaux, je les habille, je crée le linking, c'est-à-dire le lien entre le blog et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Et je démarre mon activité. Tout simplement. Avec 0 francs. Voilà. Boris Koumayon, merci beaucoup. Grâce à vous, on en sait désormais un peu plus sur nos smartphones et surtout sur leur utilité. Vous ne bougez pas. D'ailleurs, personne ne bouge, hein, à part Ariane Da Silva qui depuis en train de me... Hé, Ariane, pourquoi tu me laisses tomber maintenant? Tu sais qu'on est sur plusieurs fronts. Bon, je te comprends. Je te comprends. Je te libère. Je te libère. Je te libère, Ariane Da Silva. Donc, j'aurais aimé avoir ton avis par rapport au débat du jour. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je sais que la prochaine fois, ce n'est que partie remise. Ariane Da Silva, on se retrouve tout à l'heure. Ben oui, on se retrouve tout à l'heure dans les coulisses. Tout à fait. Pour que tu honores ta promesse, enfin. Alors, il est l'heure. Ah ben voilà. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il est l'heure donc d'installer notre débat. Cela fait partie de nos réformes par ici. Désormais, nous avons un thème central qui fera objet de débat pour chaque numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Le thème du jour se rallie parfaitement à l'actualité du moment. Il s'agit de la rentrée scolaire. Nous nous intéressons surtout aux parents et à leur rôle, mais surtout comment concilier vie de parents et vie professionnelle. Mes invités sur le plateau, je suis sûre, il y a qui ici qui n'a pas d'enfant?
Madame Sophia, t'as d'enfants? Monsieur Abraham a des enfants, je suppose, hein? J'en ai 2. Ok. Et Monsieur Koumbayo, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Papa. Voilà. Et ces enfants vont à l'école, bien évidemment. Donc, nous allons parler de comment concilier vie professionnelle et vie de famille. Pour en parler, j'avais Ariane Da Silva, je n'ai pas pu avoir son avis, c'est pas grave, mais j'ai toujours une femme sur le plateau, Sofiat Osseni. Vous êtes au boulot depuis 8 heures, je suppose, en tout cas, ça doit être le cas, n'est-ce pas? Oui. Alors, si vos enfants sont certainement à l'école, c'est vrai qu'il est 12 heures passées de quelques minutes, mais vos enfants sont à l'école. Comment est-ce que vous vous organisez en tant que mère avant de quitter la maison? Comment est-ce que ça se passe avec vos enfants? Merci Rebecca d'avoir décidé de parler de ce point de notre vie qui, aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous venons des vacances. Les enfants ont pris leurs vacances. Nous aussi, nous étions en vacances. Oui. Quand ça va reprendre, quand les congés finissent ou les vacances finissent et que la rentrée commence, les parents aussi reprennent. Vraiment. Et c'est des soucis, on se dit, ça va recommencer. Moi, j'ai encore un garçon qui est à l'école. Il est à la cantine. Donc, à cette heure-ci, ce n'est pas un problème pour moi. Habituellement, c'est son papa qui va le chercher. C'est là que la chose est différemment vécue si vous êtes en couple et que vous deux, vous ne travaillez pas. Les rôles sont partagés aussi. Si votre mari travaille dans le secteur public ou surtout à l'ORTB, si vous avez une femme qui travaille à l'ORTB et un homme qui travaille à l'ORTB, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais comment vous faites? Comment je fais? Je vous ai dit. Ça dit que quand vous vous levez, oui. Déjà, comment est-ce que vous préparez les enfants pour aller à l'école? C'est d'abord le réveil. Chez moi, c'est déjà à 5h30, on est supposé être sur pied pour prier le matin avant de commencer. Donc, c'est à cette heure-là qu'on réveille. Tout le monde se réveille. Vous avez le temps de prier rapidement et aller de commencer. Mais vous avez fait l'essentiel la veille. Parce que pour un enfant qui va en classe pour 7 heures, je suppose que si vous n'avez pas préparé les choses la veille, ça va être difficile. Même si vous le réveillez, comme je l'ai dit, à 5h30, le temps de faire la prière, le temps de se laver, il est déjà... Vous comprenez? Donc, avant, on est obligé aujourd'hui de le réveiller à 5h. Donc, pour s'assurer du fait il se lave déjà avant 5 heures. Il se lave à 5 heures, pardon, il se lave à 5 heures. À 5h30, on prie, parce que la prière aussi a 1 heure. On prie à 5h30 jusqu'à 6 heures. Et puis, il s'habille à 6 heures. On lui permet, quand on a déjà prié, de prendre son petit déjeuner avant de partir? Chez moi, on ne prend pas le petit déjeuner avant de partir. Ah, d'accord. Non, parce que moi, j'habite loin. Et c'est le cas de beaucoup de parents. S'il y a quelque chose à mettre dans le sac, c'est la veille que vous l'avez déjà préparé. Sinon, l'enfant va être en retard. L'enfant a son petit déjeuner, l'argent de poche pour pouvoir s'offrir un petit déjeuner en récréation. Donc, peut-être si vous avez quelque chose à lui donner à la maison, un petit coca ou bien du miel à prendre, s'il y a du pain, quelque chose à mettre dans le sac et rapidement à partir. Mais chez vous, en fait, c'est pas de petit déjeuner à la maison avant de sortir. Moi, on n'a pas le temps de faire ça. D'accord, d'accord. Alors, quel est le rôle, dans tout ceci, quel est le rôle des papas? Donc, comme il y a 2 papas sur le plateau, je commence d'abord par M. Epé. Quel est, vous, votre rôle à la maison? Comment est-ce que quel est l'appui que vous apportez à madame, justement, dans la préparation des enfants pour aller à l'école? Les rituels sont plus ou moins pareils d'une famille à une autre. C'est peut-être le timing qui diffère. Chez moi aussi, c'est pareil. Réveil à 5 heures, petit déjeuner qu'on prépare pour les enfants, à mettre dans le sac pour partir à l'école. Effectivement, on ne prend pas le petit déjeuner. Mais du lit, on soutient tout le monde. C'est-à-dire, du lit, on soutient tout le monde. Je n'ai pas compris, c'est un coup. Voilà.
Non, enfin, on aide à réveiller les enfants, tu vois, voilà, aider celui qui doit comment on appelle, les aider à préparer leur sac, le petit déjeuner. Moi, bon, je suis peut-être papa poule, je leur repasse leurs habits, mais je le fais souvent la veille. Et voilà, en fait, on reste derrière pour que, voilà, la petite équipe soit à l'heure pour quitter la maison à temps et ne pas être en retard. D'accord. Voilà. Vous partagez ce point de vue aussi bien de Mme Sofiette que de M. Yekpe, M. Koumayon? Oui, je suis d'avis, seulement qu'à leur niveau, on ne voit pas qu'il y a un petit déjeuner qui soit donné à la maison. Chez vous, le petit déjeuner, c'est... Non, mais M. Yekpe ne nous a pas dit si on prend le petit déjeuner chez lui. On prend. On ne prend pas. D'accord. Moi, je comprends et j'ai des difficultés, surtout de savoir que l'enfant mangera dehors. Je préfère manger parce que j'ai été habitué à manger à la maison, parce que depuis quand moi j'étais en voyage, rentré au pays, on m'a toujours habitué à manger à la maison. Donc j'ai voulu que mes enfants mangent à la maison avant de partir. Maintenant, quand on dit oui, un petit déjeuner, un peu de sous, pourquoi pas? On s'est mis à 10 heures pour prendre quelque chose et c'est ça. Mais on ne fait pas grand-chose en tant que papa. Bon, c'est vrai, on dit maman va arriver rapidement. Il ne faut pas faire la langue de bois. Il ne fait pas grand-chose. Maman va réveiller les enfants. Surtout la veille, on leur parle déjà sur les coups qui sont déjà relus. Le lendemain, c'est maman qui s'en occupe et puis on remet seulement l'argent. D'accord. Alors, on est tous d'accord. Papa est obligé de suppléer entièrement. C'est clair. Quand papa n'est pas là, quand maman n'est pas là, papa supplée entièrement. Oui, c'est comme ça. Voilà. En tout Moi, cas, je voudrais on dire est tous d'accord. qu'il ne faudrait pas attendre que maman soit pas là avant de faire. Non, mais les rôles sont partagés. On ne fera pas toujours ça. On fait le peu. Vous avez vos rôles. En tant que mère, nous avons et en tant que père, vous avez aussi... Oui, les nôtres. Donc, permettez à vous vous soutenez. Voilà, on soutient. Ok. En tout cas, je ne veux pas rentrer... C'est le général de Fontassin qui reste derrière. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, si on ne va pas finir ce départ. On est tous d'accord. Donc, il est nécessaire pour un parent de jouer les deux rôles, à savoir avoir une vie professionnelle et une vie de famille. Dans ce cas, comment s'assure-t-on que nos enfants sont bien nourris? Vous avez commencé par le dit, Monsieur Koumayon, chez vous, il y a le petit déjeuner. Et vous vous assurez certainement que l'enfant ait de l'argent sur lui pour pouvoir prendre son déjeuner à l'heure du déjeuner. Madame Sofiate, comment vous vous assurez que votre enfant est bien nourri? Bon, quand l'enfant arrive à la maison, vous lui posez la question. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Ça te permet... Je ne vais pas aller m'imposer à l'administration de son école pour dire non, mon enfant n'a pas... Tu regardes par rapport à ce que l'enfant a mangé à midi et tu programmes ce qu'il a à manger le soir. Vous comprenez? On essaye, c'est juste ce qu'on a à faire. Parce que, bon, tu ne peux pas dire ah non, pourquoi il peut... Non. Aujourd'hui, c'est l'organisation, il faut l'intégrer. Il faut déjà à partir de la maison. Parce que l'enfant a bien mangé à l'école. Je vous ai dit, l'enfant est à la cantine et on lui demande, n'achète pas ci, n'achète pas ça. Il faut essayer de... Donc, bon, autant que faire se peut. Mais c'est surtout à la maison qu'il faut gérer l'affaire. Ok, et non attaquer les responsables des cantines. J'ai compris, monsieur, qui dit, moi, peut-être quand les enfants étaient petits. Aujourd'hui, le mien, il est grand. Il peut... Je suis d'accord qu'il y a des enfants en bas âge qu'il faut peut-être faire manger quelque chose avant de quitter. Petit garçon, petit. D'accord. Mais quand l'enfant commence à grandir, et bon, aujourd'hui, le mien, il est en première, donc je me dis qu'il peut se prendre en charge. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Alors, monsieur Yekpe, vous êtes d'avis aussi, quand vous ne donnez pas à manger à votre enfant, en tout cas à vos enfants avant qu'ils quittent la maison, vous vous assurez quand même qu'ils soient bien nourris à l'école, c'est ça? Ils sont à la cantine de l'école, c'est ça? En général, ils sont tous à la cantine, les enfants de nos jours, parce que les parents n'ont pas le temps d'aller les chercher entre midi et 2 et tout. C'est le cas des miens. Mais je le disais tout à l'heure, le petit déjeuner, on le leur prépare en fait. Mais ils le mettent dans le sac, voilà, ils partent à l'école avec. Mais le déjeuner, ils sont à la cantine. Quand ils étaient plus petits, leur mère se rapprochait des responsables des cantines parce que je me rappelle, mon tout dernier, lui,
il ne mangeait pas beaucoup, donc il fallait rester derrière lui. Donc il y a ce suivi-là qu'elle a dû faire, voilà, se rapprocher des dames de la cantine, donner de l'argent à l'une d'elles pour pouvoir faire un suivi de ce que l'enfant mange. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui le font aussi. D'accord. Alors, quand on est sûr d'avoir sécurisé leur repas, comment gère-t-on maintenant les déplacements des enfants de la maison vers l'école et vice-versa? Monsieur Yekpe. Oui, pour les déplacements, ça c'est encore un autre pan de l'affaire. Quand ce n'est pas papa qui dépose, c'est maman. Et c'est celui qui sort le plus tôt qui va les chercher. Maintenant, quand les horaires ne concordent pas, on est obligé de se référer aux sociétés de transport, Benet Taxi, Gozem et autres, voilà, et de faire des abonnements. Et c'est ces sociétés-là qui se chargent de ramener les enfants à la maison. Voilà. C'est la même chose de votre côté, monsieur Bon, Koumané? pas parfaitement, parce que moi, déjà, le matin, il faut savoir que madame doit aller au boulot, même vous allez au boulot. Il est normal quand même que l'un d'entre nous puisse quand même aller déposer les enfants. Maintenant, le retour, parce que moi, mes enfants rentrent toujours à midi. Je n'aime pas la cantine, d'abord. Ça, je ne suis pas dans ça. Moi-même, je n'ai pas un ventre aussi stable que ça, donc je fuis ce système-là. Et donc, par rapport à ça, ils vont rentrer à midi. Comme j'ai une grande fille qui se charge d'amener le reste à la maison, on vient. Et puis, comme elle s'est fait la cuisine avec la domestique, donc je pense qu'il y a des efforts qui se fournissent. Maintenant, pour le transport, je fais tout pour que l'école ne soit pas loin de la maison. C'est très important. Il ne faudrait pas que l'école soit loin de la maison pour que je puisse veiller. Parce que confier mes enfants à quelqu'un d'autre, aujourd'hui, on est dans un pays où tout le monde cherche de l'argent. On sait ce qui se passe. Hein. Partir avec un enfant, c'est facile. Donc, je ne joue pas ce feuilleton. D'accord. Alors, très rapidement, avant d'en venir au conseil, dites-nous, je commence par vous, monsieur Koumbanyon, quand on est au boulot toute la journée, on suppose que madame aussi est au boulot toute la journée et que vous rentrez le soir. Comment est-ce que vous faites maintenant pour discuter avec vos enfants, essayer d'en savoir un peu plus sur leur quotidien, leur routine? Voilà, je pense que c'est une Et surtout en matière d'études, hein, comment les orienter? Voilà, c'est une très belle question et là, je parle plutôt de discipline. D'accord. Pas pour dire que les parents ne sont pas disciplinés, mais il faut une discipline, c'est-à-dire un ensemble de règles coercitives qu'on s'assigne soi-même pour dire je dois dégager cette heure pour mes enfants, ce jour pour mes enfants. Il faut un suivi. Vous mettez l'enfant à l'école, il est normal d'avoir un temps pour s'occuper de lui. Ce n'est pas le répétiteur de maison qui va forcément faire tous les travaux. Non, il faut un regard de parent, il faut un regard influenceur pour montrer à l'enfant que je te suis. Et quand ça ne marche pas, on sait sur quel levier se reposer pour permettre à ce qu'il rigole. Mais quand ça marche, on sait quelle motivation lui apporter encore pour que ça marche davantage. Donc moi, je me dis, il faut que les parents retrouvent la formule de la discipline. C'est très, très important. Avoir un temps pour leurs enfants, le suivi et savoir comment les éperonner. D'accord, sous forme de conseil aussi. Hein, je suis d'avis de ce que M. Koumbanyon vient de dire. Je pense que c'est bien dit. Et les parents, si il y en a un qui ne travaille pas, qui n'est pas dans le fonctionnariat, qui ne travaille pas dans le fonctionnariat. Donc, il peut, c'est lui qui prend la relève. Moi, en tant que femme, quand je reviens à la maison, quand monsieur prend la droite, moi, je prends la gauche. D'accord. Vous comprenez, vous avez compris, non? Oui, en tout cas, j'imagine. Oui. Et là, lui, il a le temps de se laver pendant que moi, je suis au laboratoire. Avec les enfants. Avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va manger? Avec les enfants, s'ils sont grands, si c'est... les tout petits. Il faut que les enfants, le papa, s'occupe de l'enfant pendant que maman, peut-être, dans la cuisine, en train de savoir qu'est-ce qu'on va manger et tout. Et quand il a fini, l'enfant, d'abord, quand on rentre, l'enfant a d'abord prend le temps d'aller se laver et de revenir prendre ses cahiers. Pendant ce temps, papa regarde avec lui et de l'autre côté, maman est à la cuisine et maman sort le repas, vous mangez. Et puis, s'il a encore de la force, il s'occupe de son cahier un peu plus et puis après, il va dormir. Et il faut, vous voyez, il faut dormir tôt encore pour pouvoir se réveiller à 5 heures, pour pouvoir repartir. Aujourd'hui, c'est tellement difficile. Avant, Rebecca, on avait la possibilité d'être dans une cour commune où quelqu'un pouvait aider l'autre le temps que, on se charge, une famille peut aller chercher tous les enfants des autres familles. Et je crois que s'il y a des familles
dans des maisons où les gens se retrouvent encore ensemble aujourd'hui. Mais il se trouve malheureusement que même en location, vous voyez des gens en location qui ne s'entendent pas du tout, alors que leurs enfants fréquentent peut-être la même école. Ailleurs, ça marche aussi. Donc, s'il y a des familles qui se retrouvent dans ces cas-là, pour se donner un peu de repos, sinon les parents se tuent à la tâche, je vous assure. Si on peut gérer les choses comme ça ensemble, c'est quand même... c'est raisonnable. Voilà. Monsieur Yekbe, très rapidement. Oui, je suis d'avis avec les différents intervenants. Il faut de la discipline et il faut établir des règles, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Moi, par exemple, systématiquement, tous les après-midi à 17h, l'heure ils sont censés rentrer, j'appelle la maison pour m'assurer qu'ils sont bien rentrés. Et le soir, au dîner, on débriefe la journée. Voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu m'as ramené de beau. Voilà le genre de discussion qu'on a. Que vous avez. Voilà. Sofiat, Abraham, Boris, merci à vous. Je suis sûre que de ces échanges, les téléspectateurs ont tiré et retenu beaucoup de choses. Beaucoup se retrouvent certainement dans vos expériences. D'autres ont leur méthode aussi. Une chose est sûre, les deux doivent aller de pair puisqu'il faut trouver l'argent pour inscrire justement l'enfant à l'école. Bon, vous savez ce que nous allons faire maintenant? Nous irons au champ. Et je suis sûre que M. Yekbe est content. Absolument. On installe donc notre rubrique « Ça pour ça ». Taragbe Valais Rwansou, bonjour avec vous. Là, je vous présente à nos invités. Voilà, ces visages-là, vous ne les connaissez pas? Non. Vous connaissez ce visage, n'est-ce pas? Oui, et ce visage-là aussi. Et ce visage-là aussi, d'accord. Des personnes qui sont des clients, là, ils viennent se découvrir sur le plateau. Tu vois que c'est... Monsieur Taragbe Valais Rwansou est notre expert en agriculture rentable. C'est notre, on va dire, notre banquier dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Et avec vous, pour cette saison, nous allons parler beaucoup plus des fermes et de leur utilité. C'est bien ça. Je vous donne 5 minutes. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, bonjour. Merci d'abord, Rebecca, de m'avoir donné la parole. Bonjour, maman. Et bonjour, chers devanciers, chers grands frères. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une ferme qui est une innovation ici au Bénin. C'est la ferme avicole la plus moderne au Bénin actuellement. Qu'est-ce qui se fait au sein de cette ferme? Alors, au sein de cette ferme, je l'ai visitée, vous aurez le temps de voir. Ils font l'élevage des pondeuses, comme en Europe, comme en Chine. Donc, l'élevage est intensif et vraiment, c'est incroyable, c'est bluffant. C'est très bluffant et vraiment, j'ai découvert cela par le biais d'une amie. Et je n'ai pas regretté. D'accord. Alors aujourd'hui, si vous devez donner un conseil aux téléspectateurs qui ont envie de se lancer dans ce domaine, justement, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors déjà, avant de leur dire, de leur donner un conseil, je vais leur d'abord dire ce que j'ai vu sur la ferme qui m'a intéressé. Déjà, l'hygiène au sein du système d'élevage, le niveau de professionnalisme. Ils sont hyper professionnels. C'est 2 personnes qui gèrent 20 000 pondeuses dans un bâtiment. Donc, un seul bâtiment garde 20 000 pondeuses. Les pondeuses ne sont pas maltraitées. Les œufs sont collectés de façon automatique. La distribution des aliments collectés de façon diffusée de façon automatique. L'aération automatique. L'absorption du bruit des sujets est automatique. Vous pouvez même vous coucher dans cette ferme-là. Mais ce qui va faire fléchir beaucoup de personnes, c'est l'investissement de départ. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et puis, cette ferme est en train de faire une révolution au Bénin ici, en matière de provende. Ils sont en train de transformer sur place les produits locaux. Par exemple, au lieu d'utiliser la farine de poisson qu'on importe d'autres pays, ils font l'élevage des chenilles sur place à partir des mouches soldats. Les mouches soldats, ce n'est pas des mouches qui gâchent des kalachnikovs, non. C'est des mouches qui produisent des œufs qui donnent naissance à la chenille qui sert d'aliment, de protéines à la volaille ou au ruminant, ainsi de suite. Donc, ils utilisent tout ça
le maïs du Bénin, le soja du Bénin, toutes les matières premières du Bénin, le touto de palmis du Bénin, avec ça, et puis voilà, c'est un produit 100% made in Bénin, et ils ont une capacité de produits pour saturer tout le marché béninois. Donc moi, je crois qu'il faut faire la promotion de ces entreprises-là qui investissent, quand même, c'est 9 milliards d'investissements sur fonds personnels. Oui, 9 milliards de francs CFA sur fonds personnels. Oui, et c'est un Béninois qui l'a fait. Ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Indien, ce n'est pas un fonds de développement, ce n'est pas une banque. Et ça se passe au Bénin. On espère qu'il a pris le temps pour le faire. Beaucoup de temps. Il a pris énormément de temps. Et là, on est en train de travailler sur comment ils peuvent aider d'autres personnes à le faire ou le Bénin à le faire. Parce que quand on voit tout le système de production, c'est l'investissement de départ qui est compliqué. Après, le reste, ce n'est que du couteau dans le beurre. Et j'encourage beaucoup de personnes à se lancer là-dedans. Monsieur Talagbe Valère Rouansou, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir par ici parce que oui, vous nous donnez toujours des idées. Hein. On a envie tout de suite de tout lâcher et de vous suivre. Tout à fait. Alors, Monsieur Talagbe, vous restez sur place. Vous allez accueillir avec moi un artiste qui n'est pas étranger à ce plateau. Donc, je me permets de libérer ma chère doyenne, même si elle n'aime pas que je l'appelle doyenne. Okay, donc, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure. Place maintenant à notre dernier invité. J'ai commencé par le dire. On reçoit maintenant un artiste béninois, mais qui réside à Londres. Il est de passage au Bénin. Il profite pour nous rendre visite ici, par ici, sur le plateau du rendez-vous de midi. Recevez avec moi donc Rod Mavambou. Rod. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Rodrigue Mavambou à l'état civil. Rod Mavambou, son nom d'artiste. Yeah, that's correct. Rod, tu es au Bénin depuis combien de temps et est-ce qu'au moment où tu es parti, on t'a manqué au point où tu es revenu? Yeah, absolument. Je suis maintenant au Bénin presque 3 mois. D'accord. C'est ma première fois vraiment de rester si longtemps au Bénin. Est-ce qu'il y avait un motif? Yeah, il fallait que je revienne. Je suis venu, vous m'avez mis quelque chose là. Un mot? Alors il fallait que je revienne. Au point où tu ne pouvais plus rester loin du Bénin. C'est ça. Alors la dernière fois, quand tu étais là, on a revisité un peu ton parcours en matière de clips et tout. Yeah. Cette fois-ci, tu es là encore avec d'autres actualités. D'abord, on commence par Ikeke. Yeah. Alors, Ikeke pour dire quoi? Ikeke, je l'ai en fait inventé. Pourquoi? On l'invente comme ça dans votre... On peut inventer le monde, on peut inventer ce qu'on veut dans le monde. D'accord. Il faut être vraiment créatif. Ikeke, c'est le feeling, en fait. J'ai mis le Ikeke dans ce feeling que j'avais. D'accord. Voilà, Ikeke, le nom est venu comme ça dans le feeling. Ikeke, ça veut dire, voilà, danse avec toutes les parties de ton corps. Donc, Ikeke, ça veut dire que c'est une danse qui vous amène à bouger toutes les parties de votre corps, just dance. Ikeke, donc c'est un peu ça. D'accord. Yeah. On va suivre un extrait, on revient. And who wants to roll the city. Dangerous, renegade, worst you ever seen. Ruthless, oh yes. Fearless, oh yes. Always breaking rules, cause you don't want to lose. Vous avez vu le clip, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Bon, c'est moi que vous posez la question. Puisque je vous regarde. D'accord, non, je crois que l'artiste, il a fait... Ce qu'il a fait, c'est de l'art, même si moi, je ne m'y connais pas trop en showbiz. Je ne peux que l'encourager et lui souhaite beaucoup de succès, à l'instar des artistes que nous connaissons. Et je crois, à force de détermination, même si ça ne pète pas aujourd'hui, peut-être en 2025, je n'ai pas aucune idée, ça va péter un jour. Ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Et après,
ça fait boum, quoi, comme on le dit. Voilà, c'est comme le jeune là, je l'ai découvert la dernière fois. Il fait pas mal de buzz maintenant, Fresh la Peufra. Il chante depuis très longtemps sur YouTube, mais voilà, Dieu a dit c'est son heure. Cette année, ben, il a gagné beaucoup de millions, de dollars. Alors, Monsieur Koumoyon, qu'est-ce que vous pensez de ce morceau-là, Ikeke? Moi, j'ai surtout aimé. J'ai une question à poser. À l'artiste, très rapidement. Parce qu'il est resté à Londres, j'espère qu'il y a aussi de très belles images là-bas qu'il pouvait prendre pour faire le clip. Pourquoi avoir voulu forcément une teinte nationale du Bénin? Moi, je veux dire, moi, je ne suis pas Yovo. Hein. Dans ma tête, pas du tout. Moi, je suis prône toujours mes racines africaines. Voilà, un peu. Je reviens chez moi pour mettre en valeur ma culture, les gens de chez moi, pour rendre l'Afrique... je redéfinis l'Afrique à ma manière, je redéfinis l'Africain à ma manière. Moi, je me trouve que la définition de l'Africain moderne, c'est moi, you know what I mean? Clean, propre, il parle bien, il s'exprime bien, éduqué. C'est pas la définition coloniale qu'on avait de l'Africain qui ne sait pas parler. Non. Nous sommes les Africains. Aujourd'hui, les Africains savent s'exprimer. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu me dis. Voilà, c'est ça. On a toujours su s'exprimer, mais c'est tout, quoi. On ne sait pas que on nous force à nous exprimer dans la langue des autres, c'est tout. Mais bon, voilà, ça. Je mets en valeur mes sœurs, les filles qui sont dans la vidéo, c'est les filles noires, la beauté noire, la cadence noire. C'est beau. Monsieur Abraham. Oui, c'est assez dansant. Toutes les parties du corps dansent effectivement. Tout ce que moi je lui souhaite, c'est de trouver un bon producteur qui pourra le propulser pour qu'on ait un grand nom de la musique. Voilà, comme... Il s'autoproduit lui-même. Ah, d'accord. Je crois Bravo. bien, hein, mais je ne trahis aucun secret, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et tu nous offres une exclusivité, ton second clip, Toi, Moi. Moi, Toi, un clip qui n'est même pas encore disponible sur les plateformes d'écoute. Toi, Moi, Toi, pour dire quoi? Toi, moi, toi, simplement pour dire, je suis toi, tu es moi, tu es toi, je suis moi. Ça veut dire que quand je regarde dans le miroir, ce que je vois, c'est toi. Et quand tu regardes dans le miroir, ce que tu vois, c'est moi. Donc on est pareil. On est pareil. Ouais. Donc si je peux m'en sortir, tu peux t'en sortir. Il n'y a rien à faire. Je suis l'exemple palpable, quoi. You know, que si je peux le faire, tu peux le faire. Et puis le reste, ça a été détaillé dans la lyrique. Et puis, écoute, la lyrique, et puis quoi? Toi, moi, toi, on regarde et on revient juste après. Juste pour votre show. Merci. Moi je suis venu, j'ai combattu, j'ai tout vécu et j'ai vaincu. Ce n'était pas facile, je te le dis. Si tu ne me crois pas, mais regarde-moi. On m'a battu, on m'a puni, on m'a poussé et même rejeté. Pourtant je suis là, regarde-moi, juste devant toi. Si tu ne me crois pas, la vie m'a testé et moi j'ai relevé tous ces défis sans grand souci. Je ne me suis jamais plaint, je suis resté serein. Regarde-moi si tu ne me crois pas. Écoute cette chanson, mélodie sans façon, elle t'aidera à passer les saisons. Juste un petit refrain pour ton petit train-train quand tu sors de ta maison. Écoute cette chanson, mélodie sans façon, elle t'aidera à passer les saisons. Juste un petit refrain pour ton petit train-train quand tu sors de ta maison. Parfois ça va mal, parfois ça va bien. Rod, Toi, moi, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce texte? C'est très simple, hein. Ce sont mes galères. Quand je suis né à Cotonou, tout le monde le sait, je l'avais déjà dit une fois ici. Je suis né à Cotonou comme tout autre jeune garçon qui est né à Cotonou ici. Je suis né à Bégamin, on est un peu. Vous voyez un peu. Donc, tu as grandi aussi j'ai grandi à Bégamin. Je suis été au CEG Bégamin. Alors si ce gamin qui est né à Bégamin est ici là aujourd'hui devant vous peut le faire, you know, c'est tout. On est deux nés à Bégamin sur le plateau. Nous ici, on est quelque part en commun. Ça vous a levé tout même vous. Nous sommes... Parce qu'on est né quelque part aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez encore, hein, très rapidement, de ce clip-là? Très rapidement. J'aimais la mélodie. Ça touche, c'est un test fort. Là, il faut le promouvoir. C'est important. Ouais, j'ai aimé ce son-là, c'est incroyable.
Merci beaucoup. J'aime le second son que le premier. Ah, chacun a sa préférence. Très belle mélodie, il y a toujours cette recherche d'authenticité avec le chapeau de paille sur la tête et Bien. tout. Le chapeau de Il paille, tient à absolument. l'Afrique. C'est ça, j'aurais pu mettre des fedoras. Tout J'aurais à pu fait. mettre des, I don't know, because I could have put them some, you know what I mean? Et tu as No. préféré Yeah, mettre un le chapeau qui chapeau, ressemble et qui voilà. te rappelle Voilà. ton origine. ça. Rodrigue, tu repars bientôt. Tu nous reviendras certainement avec d'autres actualités, n'est-ce pas? Absolument, oui, absolument. Il y a plein de choses que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup d'autres chansons qui vont sortir, qui sont plus ou moins prêtes. Et puis voilà, quoi. Dès que les chansons sont prêtes, vous serez les premiers à les avoir. Et puis voilà, c'est un peu ça. Ainsi s'achève donc cette belle émission que j'ai eu le plaisir de conduire. Rod, merci et bon retour à toi. Chers invités, merci beaucoup. On se retrouve Merci, certainement la prochaine fois. Merci à toute l'équipe de réalisation du rendez-vous de midi de ce jour. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.